Ce soir. Je suis très content d'être là. Je suis le fondateur d'Angel Square, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et pourquoi je suis si content d'être là ce soir? C'est parce qu'en fait, on aime beaucoup Vincent, on connaît très bien Tempo. C'est une boîte qui a une histoire très intéressante, très emblématique de ce que c'est qu'une start-up et de tous les aléas qui peuvent se présenter dans la vie d'une jeune boîte. Je connais Vincent depuis 2 ans maintenant, puisque c'est il y a 2 ans à peu près qu'il était venu voir Angel Square dans le cadre de sa première levée de fonds. C'était une levée plus petite que celle qu'il a annoncée là, il y a quelques semaines avec Balderton. C'était une levée de fonds auprès de Business Angels, et c'est là qu'on s'est rencontrés, que Tempo à l'époque était très différente de maintenant, et donc l'évolution qu'il y a eu depuis cette première rencontre, donc ces 2 dernières années, est très intéressante. Et donc ça nous paraissait bien pour l'écosystème startup, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle. Ça nous paraissait bien que de faire témoigner Vincent, de le faire raconter son histoire, pas que parler de levée de fonds, parler aussi du développement de Tempo, qui est une boîte très technologique, il y a plein d'enjeux qui sont très intéressants, et voilà. Et en plus, c'est une histoire qui jusqu'à maintenant s'est bien terminée, en tout cas. Enfin, c'est pas une histoire terminée, mais en tout cas une histoire qui se passe bien. Et voilà, donc je vous présente Vincent. Vincent, je vais être juste pour faire un petit topo sur le format de la conférence, j'interviewe Vincent pendant 35-40 minutes à peu près, et puis ensuite vous pourrez poser vos questions pendant une vingtaine de minutes. Et voilà, donc je ne sais pas si on fera circuler les micros, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de micro, enfin pour les questions. Donc voilà, donc on va commencer. Vincent, rebonjour. Est-ce que dans un premier temps tu pourrais, je vais m'asseoir. Est-ce que dans un premier temps tu pourrais simplement nous présenter Tempo avec des mots simples, parce que moi je t'avoue que la première fois que tu es venu me le présenter, je n'avais pas tout compris. Donc vas-y, Tempo aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Alors Tempo, c'est une entreprise qui se spécialise dans le Bluetooth, c'est-à-dire la technologie Bluetooth qui est dans les téléphones, qui est dans la plupart des objets connectés. Et nous, aujourd'hui, on se positionne comme un expert du logiciel Bluetooth. Et on a développé un premier produit qu'on appelle le Tempo Audio Profile, qui permet en fait, depuis un smartphone, une tablette ou une télé, de connecter plusieurs écouteurs, plusieurs casques, plusieurs enceintes Bluetooth. Là où aujourd'hui, avec un iPhone, on peut seulement se connecter à un casque. Et si on veut connecter un deuxième, en fait, ça déconnecte le premier. Donc nous, on a développé une brique software qui se met dans le téléphone, qui est en fait une amélioration du protocole Bluetooth, qui permet de faire du multi-streaming. Donc là, on est dans le train, toi et moi, Charles. On veut regarder un film sur l'iPad. On a 2 écouteurs Bluetooth. On peut streamer de la musique depuis l'iPad vers les 2 casques. D'accord, donc ça, c'est Tempo aujourd'hui. De toute façon, on va y revenir, mais c'était quoi Tempo au tout début? Donc c'était créé en 2015. Début 2016. Début 2016. C'était quoi le Tempo de début 2016? C'était la même idée, sauf qu'on ne savait pas vraiment comment le faire à ce moment-là. Et la première solution technologique qu'on avait trouvée, c'était en fait de construire un petit device qui servait de hub et qui connectait tous les casques et toutes les enceintes autour. Donc vous étiez parti sur un concept hardware couplé à du software. Tout à fait, ouais. D'accord. Et finalement, ça a vu le jour? Vous avez vendu des boîtiers? Vous en avez produit? Non, mais on avait signé un truc avec la Fnac. Mais on n'a jamais produit. En fait, au moment de tout on était vraiment parti de l'expérience utilisateur qu'on voulait créer, de pouvoir connecter, de pouvoir faire un système son avec des petites enceintes et de rendre quelque chose de beaucoup plus accessible que ce que peut faire Sonos par exemple aujourd'hui. C'était vraiment l'idée de départ. Et la seule solution qu'on avait trouvée, c'était donc une solution électronique. On avait commencé à construire un prototype. Et en fait, c'est seulement après qu'on s'est rendu compte, en progressant sur la technologie Bluetooth, qu'on a trouvé un moyen de le faire sans électronique, mais uniquement avec du software. Et à ce moment-là, on avait un prototype, on allait lancer la prod. On était sur le point de lancer une campagne Kickstarter. Et en fait, on a tout mis de côté pour se concentrer sur le software. Et c'est là où on a abandonné le device. Ok, donc en fait, depuis le début, c'est à peu près la même vision, c'est-à-dire permettre de synchroniser des appareils audio via Bluetooth. En tout cas, c'est le même produit, la même expérience qu'on veut créer. Ouais. Et donc, tu parles de toutes ces technos, tu parles de hardware, tu parles de protocole Bluetooth, tu dis on a pensé à faire ça. Déjà, c'est qui on? Et puis pourquoi vous avez pensé à faire ça?
Comment vous est venue l'idée? Est-ce que ça faisait des dizaines d'années que vous bossiez sur le protocole Bluetooth? C'était une coïncidence? Comment ça s'est passé? Alors, on a créé la boîte en fin d'études, donc on était tous en dernière année et on a commencé juste après la fin des études. Alors on était 5 fondateurs, 4 ingénieurs et moi. Finalement, au bout de quelques mois, quand on a changé de modèle, il y a 2 des fondateurs qui sont partis, qui étaient en fait plus spécialisés sur le hardware et qui du coup ont décidé de faire autre chose. Enfin, ils ont rejoint Devialet en fait, la boîte d'audio. Et on est resté une équipe de 3, très concentrée sur le software. Alors la façon dont on a démarré, c'est qu'en fait on regardait beaucoup ce qui se faisait sur le marché de l'audio. Et c'est quelque chose qui est assez curieux aujourd'hui, mais il y a 2 ans ça nous semblait un peu mort. Ça semblait assez peu d'innovation, assez peu de nouveaux produits. Là en 2 ans, il y a quand même eu les smart speakers qui sont sortis avec Amazon, il y a eu les AirPods d'Apple qui sont sortis. Donc c'est 2 des devices qui sont les plus vendus aujourd'hui dans le marché de l'électronique, qui sont les devices audio. Mais il y a 2 ans quand on a connecté, ça nous semblait être un marché qui faisait énormément de volume, énormément de cash, mais dans lequel il y avait encore beaucoup d'opportunités d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. Donc en fait c'était un projet de fin d'études finalement. Vous vous êtes rencontrés en échange aux États-Unis. Ouais. Et donc vous aviez en tête de monter une boîte, ouais. Et vous avez creusé le Bluetooth parce que pourquoi pas le Bluetooth quoi? On a creusé le Bluetooth parce que c'était derrière l'expérience utilisateur qu'on voulait créer. D'accord. On voulait créer une sorte de concurrent low cost et portable à Sonos. Ok. Et donc toi, tu t'es associé avec 4 ingénieurs, dont 2, tu disais, ont quitté Tempo. Comment tu as réussi, toi, en tant que non-ingénieur, parce que tu as fait une école de commerce, comment tu as réussi à comprendre de quoi ils parlaient, à savoir qu'ils étaient bons et à prendre la décision de t'associer avec eux? À savoir qu'ils étaient bons, je me suis renseigné à droite à gauche, comme à chaque fois. Comme au moment où on a levé avec nos premiers business angels, j'ai contacté des connaissances de chaque business angel qui ont investi. Comme là, quand on a levé avec Balderton, j'ai appelé plusieurs entrepreneurs qui avaient levé avec Balderton. J'ai fait la même chose avec mes cofondateurs au début et j'ai eu que des super bons retours. Oui, mais ils n'avaient jamais monté de boîte. Non, mais quand on a fait une école d'ingé ou de commerce, on a bossé en projet de groupe, on a bossé avec des gens, les gens se connaissent, les gens parlent. Et après, on n'a pas créé la boîte tout de suite, on a commencé à bosser comme ça, sans créer forcément de structure officielle, on n'en avait pas forcément le besoin. Et du coup, on se rend vite compte si ça colle ou pas, généralement. Et donc le courant est bien passé, et donc j'imagine que l'organisation de la boîte s'est imposée d'elle-même. Tu étais le seul d'un ingénieur, donc c'est toi qui a été choisi pour être le CEO. C'est pas vraiment fait comme ça, mais plus ou moins, ouais, ça s'est un peu imposé naturellement. En fait, quand j'étais en école de commerce, je me suis pas mal posé la question si je devais apprendre à coder ou pas. Je voulais créer une boîte et c'était une question. Est-ce que je vais souffrir de mon manque de connaissances techniques? Et finalement, le choix que j'ai fait, c'était de surtout pas m'y mettre et plutôt d'essayer de progresser dans tout ce qui était sales. Donc j'ai plutôt que de faire des cours de code en ligne, j'ai essayé de regarder des formations sur les sales, sur le marketing. J'ai appris à jouer avec Facebook, etc. Dans l'idée de me spécialiser et de devenir d'avoir un peu plus de compétences sur un domaine particulier. Et en fait, du coup, mes associés sont un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'eux, ils sont surtout intéressés par la technique et ils ont vraiment poussé leurs compétences là-dessus. Et du coup, ça faisait un bon match. D'accord. Et donc maintenant, j'imagine que tu as progressé entre-temps sur des connaissances techniques, tu arrives à les challenger sur maintenant, je peux parler avec un ingénieur Bluetooth et il pense que je suis un ingénieur aussi. Ça, pas trop longtemps, mais une bonne heure quand même. Ah, quand même. Ça le fait. Et donc vous êtes à Berkeley, vous commencez à bosser sur le projet. À quel moment vous vous dites, OK, on tient quelque chose de solide, d'innovant, et on va monter une boîte? En fait, dès le début. On s'est pas dit dès le début qu'on tenait quelque chose de solide. On s'est dit dès le début qu'il fallait au moins essayer et qu'au pire, ça faisait un Kickstarter raté. Mais dans tous les cas, ça valait le coup d'essayer de pousser une idée, ne serait-ce que sur 6 mois, 1 an, et de voir s'il y avait un résultat. Donc on est tout de suite parti dans une optique de se dire essayons de lancer quelque chose. Ah oui, donc en fait, quand tu es venu nous voir en 2016, été 2016, tu n'avais vraiment pas grand-chose en fait. C'est-à-dire c'était tout jeune, donc en gros, parce que été 2016, tu commences à chercher des investisseurs. Ouais. Donc là, ça veut dire que tu es déjà dans une deuxième phase du lancement d'une boîte, puisque quand tu fais rentrer des investisseurs, c'est que tu te lances pour de vrai en quelque sorte. Donc là, en fait, c'était encore très jeune, quoi. Vous aviez rien vendu, vous aviez une vision, mais pas grand-chose de tangible derrière. Ah, vous aviez déjà breveté la techno, non? On avait déposé un brevet, ouais.
Alors justement, la vision, on n'avait pas une très bonne vision à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est je pense pour ça qu'on a levé avec des business angels et pas avec des VC. Pour moi, la vision, juste ce que ça veut dire, pour qu'on soit d'accord sur les termes, ça veut juste dire de quel marché je vais être le leader ou le co-leader dans 5 ans. Ça ne veut pas dire grand-chose d'autre pour moi. C'est de se dire, est-ce que dans 5 ans, quand on lève, on veut être le marché des apps musicales, on veut être un des leaders? Est-ce que dans 5 ans, on veut être une marque électronique d'enceinte? Voilà, c'était plutôt ça le sujet. Quand on a levé avec des BA du coup en août, on n'était pas très clair là-dessus. On avait plusieurs pistes qui se dégageaient, plusieurs idées. Et en fait, on voulait du temps. On voulait du temps pour déterminer ce qui serait la plus grosse opportunité pour nous. Et en fait, c'est ce qu'on a dit aux BA, de manière assez transparente, en leur disant on n'a pas d'argent, quoi. On n'a pas d'argent, donc ça fait 6 mois qu'on bosse sans gagner notre vie. Alors, mes 2 associés, du coup, avaient un solde tous les mois, donc ça a aidé jusqu'à ce qu'ils aient été diplômés. Mais sinon, on n'avait pas du tout de revenus, donc on pouvait juste pas continuer. Et on leur a dit, on a une technologie, on a investi un petit peu d'argent pour déposer un brevet, on a besoin de 500 000 euros pour explorer tout ce qu'on peut en faire. Et donc ça s'est bien passé. Et donc ces business angels que tu as fait rentrer à l'été 2016 t'ont apporté quelque chose du point de vue de la vision, enfin de la stratégie en tout cas? Tu dis que justement... Ouais. Pas tous, mais quelques-uns, avec qui on a eu pas mal de discussions, qui sont investis pour comprendre ce qu'on pouvait faire de cette techno. On est parti pendant 4 mois aussi chez Refiners en Californie, c'est un accélérateur créé par des Français. Et avec cette optique-là, en fait, avec l'optique de se dire, on veut rencontrer des gens qui connaissent bien l'industrie, qui comprennent notre technologie et qui ont déjà de l'expérience sur ce type de business model. Et c'est pour ça qu'on est parti dans la vallée. Et alors, parce que The Refiners, ils connaissent bien l'industrie ou tu parles des business angels qui connaissent bien l'industrie? Ni Refiners, ni mes business angels ne connaissent très bien l'industrie dans laquelle on est. Mais ils ont des connaissances parmi leur réseau, dont c'est le cas. Et c'est ça qui nous a beaucoup aidé. Ok, donc fin de l'été 2016, tu as levé de 500 000 euros. Avec vous, ouais. Voilà, avec nous. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment tu dépenses tout cet argent? Alors on était 3 et on a recruté 3 devs. Donc on était une équipe de 6. On est resté 6 pendant assez longtemps après derrière. Et c'était vraiment dans un objectif de terminer le produit et en faire quelque chose qui fonctionne. Alors du coup, le produit, c'est pas une app, c'est vraiment un software qui se met sur le téléphone qui permet de faire du multi-streaming. Donc c'est un logiciel. Et aujourd'hui, notre business, c'est d'aller voir les grosses marques de téléphone et de leur vendre notre produit sous forme de licence. Et ça, c'était pas forcément quelque chose dont on était très au fait, très conscient quand on a levé en août 2016. Et c'est en étant en Californie, donc j'ai passé 8 mois là-bas, que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit non mais attends, tu vas voir Samsung avec ce produit, c'est typiquement le genre de produit qu'ils recherchent pour leur téléphone, c'est typiquement le genre de technologie dont ils ont besoin pour différencier leur smartphone. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu petit à petit, au fur et à mesure des rencontres et de la montée en compétences sur le marché, qu'on s'est vraiment tourné vers ce business model-là, qui est de vendre une licence de notre propriété intellectuelle et de notre produit aux marques de téléphone. Il y avait à un moment, c'était accessible en B2C. Ça n'a jamais été accessible en B2C. D'accord. Ouais. En fait, c'est même pas possible d'un point de vue technologique. Ok, mais j'ai quand même tapé Tempo dans Google Store et je trouvais des trucs de pairing Bluetooth qui n'étaient pas l'appli officielle Tempo, mais je trouvais quand même des trucs. Non, ça marche pas. Il y a vraiment rien. Okay. Il y a une fake app qui avait été faite par un mec qu'on connaît pas. Qui s'appelait Tempo? Ouais, non, mais qui s'appelait Tempo Multi-Pairing, mais c'est pas nous, quoi. C'est juste quand on a annoncé avec notre deal avec Motorola, il y a des mecs qui ont mis une app sur le store. Ah c'est peut-être ça. Ils ont dû mettre un peu de pub, ils se sont peut-être fait 100 euros, je sais pas. Ok. Donc tu recrutes 3 devs. Ils faisaient quoi? Ils avaient une spécialité particulière? C'est une équipe qui fait exclusivement du bas niveau, c'est-à-dire qui travaille sur du C. En fait, qui sont capables de travailler sur le protocole Bluetooth et de modifier l'OS d'Android. Donc en fait, c'est pas des développeurs Android, on ne construit pas d'app, on a besoin de modifier le noyau d'Android pour installer notre technologie. Donc en fait, c'est une équipe qui est très très technique et très très bas niveau. C'est-à-dire que si je leur demande de faire un site, je vais me faire insulter. Ce qui leur plaît, c'est de travailler sur le protocole.
Et donc toi, à ce moment-là, tu es le seul non-ingénieur, donc c'est toi qui vas tout seul avec ton bâton de pèlerin voir Samsung. En fait, c'est toujours le cas d'ailleurs. Et c'est toujours le cas, ok. Mais là, on recrute un peu, donc si vous connaissez des gens intéressés. Mais c'est toujours le cas. On est 14 aujourd'hui, 13 ingénieurs. Il serait peut-être temps de... Ouais, non, il est temps, ouais. Ok, et donc là, toi, comment tu commences à approcher ces grosses boîtes En fait, grâce à un premier réseau qu'on s'est fait avec nos business angels, avec Refiners, etc., on commence à rencontrer des gens qui bossent pour des marques de smartphones en Californie. Et en fait, on se rend très vite compte que le pouvoir de décision n'est pas du tout en Californie. Enfin, ça pour Apple et Google, évidemment, mais pour tous les Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, ils ont tous des antennes en fait en Californie, notamment pour spotter les innovations, mais c'est pas du tout des gens qui ont le pouvoir de décider de quelle technologie on met ou pas sur un téléphone. Et ça, on s'en est rendu compte assez vite. Et en fait, je suis parti fin 2016 du coup, pendant un mois à faire un tour de l'Asie, Taïwan, Shenzhen et Séoul en Corée. C'était la première fois que je mettais les pieds en Corée, en Chine et en Taïwan. Et en fait, on a eu une quarantaine de rendez-vous en un mois grâce à notre réseau. En fait, j'ai recontacté tous les gens que j'avais pu rencontrer par le passé en leur disant je vais à Taïwan, en Chine et en Corée. Je cherche à rencontrer des gens qui pourraient connaître l'industrie du smartphone. Et c'est comme ça qu'en fait, on a eu plein de rendez-vous, pas tous utiles, mais dont l'un était avec le vice-président de Lenovo en charge du nouveau téléphone qu'ils ont sorti. D'accord. Parce que ce qui est intéressant de préciser, j'ai un article sous les yeux qui en parle, c'est que en fait toutes les grosses boîtes notamment de téléphone, apparemment mises à part Apple, en fait sous-traitent leur tout ce qui touche au Bluetooth. Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que le business de vente des licences de software aux marques de téléphone, c'est un truc qui est assez courant, c'est un truc qui est très classique. Il y a quelques boîtes en France qui le font, il y en a plus dans la vallée, et il y en a un paquet en Chine qui se spécialise là-dedans. Donc c'est pas quelque chose de délirant que de dire je veux vendre mon software à Samsung. Alors c'est quand même compliqué d'avoir les bons contacts, de rencontrer les bonnes personnes, mais c'est un business model qui est habituel pour eux. Et du coup j'ai oublié la question. Je disais que tous ces fabricants sous-traitaient le Bluetooth. Alors oui, pour le Bluetooth particulièrement, c'est une industrie qui est assez particulière parce qu'elle est quasiment complètement outsourcée à des groupes qui sont les semi-conducteurs, qui sont des fabricants de puces. Donc ces groupes, vous les connaissez de nom peut-être, c'est Qualcomm, c'est Broadcom, c'est Intel. C'est des mastodontes qui existent depuis des dizaines d'années, et ce sont eux qui, entre guillemets, possèdent l'expertise Bluetooth aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ces groupes-là, c'est des groupes qui ont tous un business model d'électronique, c'est-à-dire que leur business, c'est de vendre du composant électronique. Et pour eux, le logiciel Bluetooth, le software Bluetooth qui va avec la puce, c'est quelque chose qui est assez secondaire. Parce que ce qui compte pour eux, c'est vraiment de vendre X dizaines de millions de puces. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, c'est qu'une boîte comme Samsung, ils ont des ingénieurs Bluetooth en interne, mais qui sont en fait là seulement pour implémenter. C'est-à-dire que c'est des mecs qui vont prendre le module qui est fourni par une boîte comme Qualcomm et ils vont l'implémenter dans leur téléphone. Mais ils n'ont pas en fait la connaissance du produit Bluetooth et du protocole et de la façon dont il est construit. Cette connaissance, elle est aux mains des semi-conducteurs qui, eux, ils n'ont pas forcément besoin d'innover parce que c'est ces 4 groupes qui contrôlent 99% du marché, qui se le partagent, qui se différencient suffisamment bien au vu de leur performance hardware et pour qui le software, c'est juste le minimum viable software. Donc ça veut dire que jusqu'alors, les constructeurs de téléphones ne mettaient pas suffisamment l'accent sur le Bluetooth ou accordaient pas suffisamment d'importance au Bluetooth pour faire appel à des sous-traitants vraiment pointus. C'est des sous-traitants pointus quand même. Ils ont une expertise très forte. Mais ils achètent, en tout cas le fabricant de smartphone achète à la fois le package, c'est-à-dire qu'il achète le composant hardware et software. Ils n'ont pas un fournisseur pour le hardware, un fournisseur pour le software. Donc Donc toi tu arrives avec une techno meilleure que les autres et très spécifique pour les besoins Bluetooth des constructeurs de téléphones. Meilleure que les autres, pas vraiment, c'est juste qu'on a travaillé différemment la façon dont le produit Bluetooth était implémenté. Ce qui nous a permis donc de faire du multi-streaming.
Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les fabricants qui peuvent utiliser ce produit. C'est-à-dire que nous, on a vraiment eu en tête de construire un produit et non pas juste une technologie pour se différencier sur le marché. D'accord. Donc ça, on est à quelle période là? On est fin 2017. Donc là, on lève 500K donc en août 2016. Je pars en Californie jusqu'en décembre et tout le mois de décembre, du 1er décembre au 23, je suis en Asie. Et tout le reste de l'équipe est à San Francisco à ce moment-là? À Paris. Tout le monde était à Paris. Donc tout le monde est rentré à Paris. Non, en fait, j'étais parti tout seul à San Francisco. Okay. Et donc en janvier, on va au CES pour la première fois. On y va dans une optique complètement B2B, c'est-à-dire qu'on arrive à se caler, on prend on a un petit stand, mais en fait on fait quasiment pas de démo de produits hardware, on fait juste des rendez-vous sur le stand. Vous aviez plus produit hardware de toute façon? Non, mais bon, par rapport à toute la French Tech qui étaient tous en train d'exhiber leur. C'était que du hardware la French Tech du CES? Globalement, le CES c'est beaucoup de hardware, ouais. Ok. Et donc, parce qu'ensuite, je vais peut-être gâcher le suspense, mais donc tu signes en tout cas, tu communiques sur un gros deal avec Motorola en septembre 2017. Ouais. Donc il y a eu une période de 9 mois de négo, de discussion. Pas de négo. En fait, le produit n'était pas tout à fait terminé. Donc déjà, on a terminé vraiment le produit en juillet, donc 2 mois avant de lancer le téléphone. Mais c'était la première fois qu'on s'intégrait dans un smartphone, donc c'est des contraintes qu'on n'avait pas forcément en tête. C'est des processus de test qui sont délirants. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, 2 semaines, il y avait 10 personnes qui étaient dédiées toute la journée chez eux à tester la solidité de notre software. Donc qui s'amusaient à appuyer sur tous les boutons dans tous les sens pour faire bugger le software. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait nous testé à ce point, quoi. Et donc ça veut dire que tu dis que c'est en juin qu'ils décident de l'intégrer au smartphone? En fait, alors ça c'est la difficulté, c'est que comme on était une petite boîte sans référence, ils nous ont dit on est chaud, mais on ne signe pas de contrat avant d'avoir l'intégration qui est faite. C'est-à-dire qu'avant que vous nous montrez sur notre téléphone Motorola que c'est prêt à shipper. Et ça, on a pris le pari, c'est un assez gros risque, hein, de se dire ok, on y va. Et en fait, on a bossé pendant quasiment 6 mois que pour eux, c'est-à-dire qu'on a terminé le produit, on a fait l'intégration, on a corrigé les bugs dans leur téléphone. Et en fait, on a signé le contrat le 30 août pour un téléphone qui était annoncé le 2 septembre. Et donc ils ont le temps d'intégrer la techno pour... Du coup, on a fait l'intégration en fait. Et okay. Jusqu'au dernier moment, le 30 août, ils avaient une option pour enlever la techno. D'accord. Et donc à partir du 2 septembre, la commercialisation était lancée. Donc pour vous, c'était... Ils ont fait l'annonce à l'IFA. Donc l'IFA, c'est le grand salon d'électronique de Berlin. Ça a été un bon succès parce qu'on a eu pas mal de presse, on a une 40aine d'articles, on a eu des awards des médias Android et des médias de smartphones. Et ensuite, le téléphone a été vendu pour la première fois en octobre. Et alors les retours sont bons? C'est plutôt pas mal. Le téléphone est distribué partout. Donc il est en Inde, il est au Brésil, il est aux États-Unis, il y en a un petit peu en Europe. Donc c'est assez rigolo. On a des retours qui viennent d'un peu tous les pays. Et donc pour revenir au début du deal, parce que donc c'est quand même un gros truc quand une petite boîte vous étiez 6 à l'époque, commence à discuter avec Motorola dans le cadre d'un contrat qui est quand même assez qui est vital pour vous, quoi, qui change tout. Comment ça se passe? Comment tu déjà, donc tu discutais avec le gars que tu avais rencontré à Séoul ou à Taïwan, je sais pas. Ouais, à Shenzhen. Alors, il faut savoir que Motorola, c'est une boîte assez particulière parce que ils ont un peu voyagé. Ils se sont fait racheter par Google il y a une période, puis ils se sont fait racheter par Lenovo. Donc en fait, Motorola, ça appartient au groupe Lenovo, qui est le géant de l'électronique chinois, notamment sur les laptops et les PC. C'est ceux qui contrôlent quasiment tous les PC d'entreprise. Donc le centre de décision est en Chine, mais ils ont des ingénieurs qui sont en Inde et à Chicago, qui est l'ancien siège de Motorola. Donc une fois qu'on a eu en fait ce premier champion en interne, c'est lui qui a commencé à présenter notre technologie à tout le monde. Et nous, on s'est en fait déplacé, c'est-à-dire qu'on est allé à Shenzhen, on est allé à Pékin, on est allé à Chicago, et on a rencontré un peu toutes les équipes pour leur faire la démo, pour les convaincre que c'était intéressant. On a vraiment besoin pour un deal comme ça d'avoir tout le monde on board. Parce qu'il suffit qu'il y ait un ingénieur qui ne soit pas prêt à faire le boulot pour que le projet tombe à l'eau. Donc ça a été donc voilà. Après, il faut bien évidemment adapter le discours commercial aux différentes équipes. C'est-à-dire que quand je vais rencontrer l'équipe technique, l'objectif c'est de leur expliquer que l'intégration elle est facile et que la techno qui est derrière elle est sympa. Si je rencontre l'équipe marketing, je vais leur expliquer que en magasin, s'ils vont faire un deal avec Orange par exemple en France,
ils pourront organiser des démos en magasin qui vont leur permettre de vendre plus de téléphones. Donc c'était à chaque fois un travail d'adapter en fait le pitch, le discours, en fonction des différentes équipes. Et voilà, ça a pris 6 bons mois. Donc ça veut dire que pendant ces 6 mois, tu t'interdisais de bosser avec d'autres gens si tant est qu'une opportunité se présentait? Non, on s'interdisait pas, mais disons que c'est juste une question de focus. Comme on était tellement concentré sur ce deal et qu'il fallait terminer le produit en même temps, on était moins en train de démarcher d'autres marques. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément d'autres opportunités. Et dans tous les cas, on n'aurait pas été capable de les prendre. D'accord. Donc le 30 août 2017, c'est le plus beau jour de l'histoire de Tempo? Pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Bon, bah écoute, bravo. Donc comment ça va? Oui, moi j'avais une petite question sur la solidité financière d'une petite boîte quand elle doit être intégrée dans un portable Lenovo. Ça les inquiétait pas que vous ayez que levé 500 000 euros, que vous pouviez potentiellement faire faillite 3 mois après le lancement? C'est un problème. Alors alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais il y a une clause qu'on appelle une clause d'escroc qu'on met dans un contrat. Où en fait, si la boîte fait faillite, ils ont accès au source code. Donc ça, c'est une concession qu'on a dû faire. Et ils auraient pu l'utiliser sans vous? Oui, si on a fait faillite, en gros, on leur donne plus ou moins le droit de continuer à intégrer le produit sur les téléphones existants. Après, ils ne gagneraient pas la propriété intellectuelle, bien sûr, okay. Mais ils auraient toujours le droit d'utiliser ce qu'on avait déjà intégré. Et ça a été une condition qu'on a dû accepter dans nos négos, parce qu'effectivement, ça posait problème d'être si petit pour bosser avec Motorola. Ouais, je comprends. Ok. Et ouais, donc si vous avez été un peu plus gros, ça, c'est la clause dont tu parles, c'est un truc réservé aux toutes petites boîtes. Globalement, oui. Okay. Après, elle peut être mise pour d'autres conditions aussi, et parfois, c'est des plus grosses boîtes qui doivent. Dans une petite boîte, il y a le risque de faire faillite. Après, dans les grosses boîtes, il y a aussi le risque que tel business unit se fasse virer, que tel développeur se fasse virer, et finalement ça revient à la même situation, c'est-à-dire que les gens qui ont la connaissance ne sont plus dispo pour bosser avec l'autre, et donc du coup on demande des clauses d'escroc. Et donc en termes de business model, c'était quoi le deal avec Motorola? Alors le deal, c'est un business qui est assez classique, justement. En fait, quand on est jeune et qu'on arrive notamment en Chine depuis l'Europe ou les États-Unis, c'est très important de connaître très bien le marché, dans le sens où il y a toujours un risque que l'équipe achat, en l'occurrence, que c'est avec qui on négociait, se disent c'est qui, ils y connaissent rien, on va pas bosser avec eux, ils sont pas pros. Donc en fait, il faut, en tout cas moi c'est mon analyse, s'adapter vraiment à ce dont ils ont l'habitude de faire. Et donc en fait, on a suivi en fait les modèles d'autres boîtes de licensing, c'est-à-dire qu'il y a des NRE, c'est-à-dire que c'est des frais d'intégration au début qui sont payés à la signature du contrat, et ensuite c'est un prix par device, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vendent un téléphone, je touche des royalties, et en fait ce prix par device va décroître en fonction du nombre total de téléphones vendus. Je ne sais pas si je suis clair. Si, très clair. En gros, entre 0 et 2 millions de téléphones, ils vont nous payer 30 centimes. Entre 2 et 5 millions, ils vont nous payer 25 centimes, et ainsi de suite. C'est pas les chiffres, hein, mais c'est l'idée. C'est des chiffres confidentiels? Oui, c'est des chiffres confidentiels. Ouais, mais donc c'est quand même un contrat qui, une fois signé, te assure une viabilité financière, quoi. Il en faudrait 2. Il en faudrait 2, ok. Ouais. Ça suffit à survivre. Justement, alors parlons-en. Donc tu signes ton deal avec Motorola, donc ouais. le début, donc là on est au septembre 2017. Ouais. Et là tu commences à dire ok, ma techno pour le coup elle commence à valoir quelque chose. J'arrive à la vendre. Du coup j'imagine que tu te dis que tu veux la vendre à plus de gens. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'y prends? Est-ce que tu avais une espèce d'exclus avec Motorola? On avait une toute petite exclue, ouais, mais c'était pas méchant. Okay. Dans ces cas-là, ils ne demandent pas d'exclus pour un truc qui sont les premiers à intégrer? Si, mais tous négocient. C'est juste une question de prix. Hein. Okay. Ils sont plus sensibles au prix qu'à l'exclusivité. Ce qui se passe, c'est que le lancement à Berlin se passe bien. Et du coup, on a beaucoup d'intérêts qui tombent, et notamment l'intérêt d'une boîte pour potentiellement nous racheter. Donc en fait, on rentre dans un process de négo pour une acquisition qui a duré bien 2 mois, auquel finalement on a dit non. Ça a un peu ralenti le déploiement commercial.
Et ensuite, voilà, ensuite un peu tout s'est enchaîné. On a continué à travailler avec des leads. Il y a eu le CES en janvier. On a construit une solution pour les télés. On a construit une solution pour les smart speakers. Et ensuite, on s'est dit qu'on avait beaucoup d'opportunités devant nous. Et d'où la volonté de lever des fonds. Donc on a commencé à rentrer en process de levée de fonds début février. Et voilà, on a closé il y a 2 mois maintenant. D'accord, et donc entre-temps, tu dis que vous avez lancé des nouveaux produits. Je suis allé voir sur votre site, tu parles d'un karaoké à plusieurs. On n'a pas encore lancé les nouveaux produits. En Ok. fait, on a construit des nouveaux designs de référence Ouais. qu'on peut proposer aux marques. C'est-à-dire que là où avant on allait voir que les marques de smartphones, maintenant on est en mesure d'aller voir les marques de télé et d'aller voir les marques de smart speakers comme Amazon par exemple et de leur proposer d'intégrer notre technologie dans leur device. Et donc la techno à chaque fois est adaptée et donc est Oui. spécifique au device que tu vises. Oui, tout à fait. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur les télés, on a une techno qui permet de connecter plusieurs casques, qui permet en fait d'adapter l'audio à l'audition de la personne. Donc l'idée, c'est pour des gens qui ont potentiellement des problèmes d'audition, on peut connecter 2 casques à la télé pour qu'il y en ait un qui ait une acoustique adaptée à l'audition de la personne. On peut aussi, si je veux regarder la télé dans 2 langues différentes, avoir le premier casque en anglais et le second en français. C'est le genre de choses qu'on propose pour une expérience télé. D'accord. Donc ça, c'est prêt. C'est prêt à être vendu, mais c'est pas encore vendu, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc ces nouveaux produits là, comment t'as pris la décision de les lancer? Parce que c'était toujours avec la même équipe. Tu avais vendu jusqu'alors juste à Motorola. Ouais. Et donc là, tu t'es dit, ok, on va viser beaucoup plus large. Vous restez que dans l'audio, le Bluetooth audio, c'est ça? Alors, pour l'instant, ouais. Mais donc à ce moment-là, en tout cas, c'était que audio et tu t'es dit, ok, on va viser les télés, Tout à fait. les enceintes. L'idée, c'est on avait déjà ça en tête depuis longtemps. Hein, c'est la taille de marché totale. Pour nous, c'était pas que les smartphones, c'était aussi les télés, les smart speakers. Il s'avère que sur les smartphones, on a eu beaucoup de chance parce que Apple a enlevé le port jack de ses téléphones et a lancé les AirPods, qui sont des écouteurs Bluetooth, ce qui a un peu mis le Bluetooth dans le radar de toutes les marques de téléphones et notamment le Bluetooth audio. Et ça a été vraiment, pour le coup, j'y reviens un peu, mais le déclencheur de toutes les discussions qu'on a pu avoir au début, notamment avec Motorola, parce que le Bluetooth était redevenu un petit peu hype, là où ça s'était un peu tassé auparavant, grâce à Apple. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout de notre fait, qu'on ne contrôle pas du tout, mais ça a été un joli tournant pour nous. C'est le time to market. Ouais. Ok, donc tu commences à discuter fin 2017 avec des VC, donc Donc on commence à discuter. Ils viennent te voir, tu vas les voir aux États-Unis, en France? Non, alors on a levé en France, enfin on a fait notre roadshow en France. Ça commence vraiment au CES, on croise des mecs à qui on dit bonjour. Il y en avait plusieurs qu'on avait vus déjà quand on avait fait notre levée de seed. Des fonds français? Des fonds français, ouais. On n'a pas cherché à lever aux États-Unis. Et du coup, c'est en rentrant j'ai passé 1 mois à San Francisco en janvier, et en rentrant début février, on commence à aller voir les VC. Et j'ai fait un roadshow un peu classique, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai demandé à mes business angels de me faire des intros. Je me suis retrouvé avec 20 mails de mise en relation avec un peu tous les VC de Paris. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines non-stop, quoi. Que des meetings pendant 2 semaines. Voilà. Et donc ça t'a pris que 2 semaines pour avoir ta LOI de Balderton? Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'était début février. On a commencé à rencontrer les premiers meetings. Puis il y a eu, ça a continué jusqu'à fin février, 2e meeting, 3e meeting. J'avais une pipeline, quoi. On avait 15 au début, puis 10, puis 8. Et après, il y a eu, en fait, fin février, le Mobile World Congress, qui est un autre salon technologique qui est assez important pour l'industrie mobile, sur lequel on avait des bonnes nouvelles commerciales. Donc j'ai mis en pause, en fait, le process de levée à ce moment-là. Parce que les bonnes nouvelles auraient pu te permettre de ne pas lever? Non. Dans tous les cas, on voulait lever parce qu'on voulait être plus solide, on veut être moins dépendant d'un seul client, on veut sortir du Bluetooth audio, on veut structurer une grosse équipe. Donc dans tous les cas, on voulait lever. Et puis on est tellement sur des deals qui sont sur des cycles de vente très longs que ça. Parce qu'il y a aussi les cycles de paiement, après, on n'a pas parlé, mais en gros, un téléphone qui est vendu entre le 1er janvier et le 30 mars, on est payé seulement en juin. Parce qu'ils font leur rapport trimestriel. À l'issue de ça, ils envoient un rapport de royalties. Ensuite, on va facturer et on est payé à 45 jours après la facturation. Donc, dans tous les cas, on voulait lever pour grossir. Mais cette période qu'on a eue d'une semaine au Mobile World Congress où j'ai complètement mis en pause la levée de fonds a été assez bénéfique parce qu'en fait, le week-end après le salon, j'ai pu envoyer un mail avec voici les avancées de la semaine. Et la conclusion du mail, c'était en gros, maintenant, on attend les term sheets tel jour, quoi.
C'était quoi on a le droit de savoir quelle était cette bonne nouvelle qui a tout déclenché? Pas encore, non. Enfin, c'était plusieurs bonnes nouvelles. C'était beaucoup d'intérêt de la part des marques et le nouveau produit qu'on est en train de créer était plutôt en bonne voie. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, in fine, Balderton, t'as dit OK. T'as choisi donc, Balderton. Balderton. C'était le seul fonds non français en fait avec lequel on discutait. C'était un peu, on pensait pas forcément qu'on était en mesure d'aller voir Balderton tout de suite. Le tour qu'on fait est un peu petit pour eux. Généralement, ils investissent plutôt des tickets entre 5 et 15. Mais il s'avère qu'en fait, on a eu un assez bon contact avec le partenaire du fonds qui s'appelle Lars, qui en fait a fait toute sa carrière dans la Silicon Valley exactement sur le même business model que le nôtre. C'est-à-dire qu'il a commencé. Est-ce que vous voyez ce que c'est le T9 sur les téléphones, sur les premiers Nokia pour écrire les textos? Ouais, c'était en fait au début il y avait des touches avec ABC et DEF, et pour écrire C, il fallait appuyer 3 fois sur la touche. Puis à un moment donné, il y a eu le T9 sur le Nokia 3310 qui permettait de deviner, de proposer des solutions de mots en appuyant qu'une seule fois. Et en fait, c'est le premier deal qu'il y a eu dans l'histoire de licensing entre une boîte software et une marque de téléphone. Ce deal, c'est Lars qui l'a fait. C'était sa boîte. Ah non, en tant qu'investisseur, il l'a fait. Non, il était VP Sales de cette boîte. Ah d'accord. Donc c'est lui qui a fait ce deal avec Nokia, et derrière il a fait ça toute sa carrière. Il a rejoint Dropbox en tant que un des premiers employés business, et il a fait des deals entre Dropbox et Samsung pour que le cloud de Samsung ça soit Dropbox. Aujourd'hui ça pèse 10% des utilisateurs de Dropbox, même aujourd'hui quoi. Donc en fait toute sa vie pendant 20 ans, tout ce qu'il a fait c'était des deals entre des marques de téléphone et des boîtes software. Donc quand il nous a vu arriver, on était vraiment dans son sweet spot quoi. Donc il s'est dit bon, ok c'est intéressant. Et en fait on a commencé à discuter. Et pendant les 2 premières semaines, il n'avait pas compris qu'on n'était que 6 en fait. Il était persuadé qu'on était déjà 30. Et en fait c'est quand il a appris qu'on n'était que 6 à avoir fait ce deal qu'il a tout de suite voulu signer, parce que dans tout ce qu'il avait vu auparavant aux États-Unis, c'était toujours des équipes qui étaient 2 à 3 à 4 fois plus grosses qui étaient arrivées à des deals comme ça. Et donc c'est ça aussi qui a un peu déclenché le truc. D'accord. Il a vu que vous aviez fait beaucoup avec pas grand-chose. Pas grand-chose, ouais. On continue à essayer de faire beaucoup avec pas grand-chose. Ouais. Enfin, c'est souvent ce qui convainc les investisseurs quand même. Ils savent que leurs quelques dollars vont être bien utilisés. Lesquels, ça dépend lesquels. C'est vrai. Mais voilà. Et en gros, disons qu'à la fois en termes de réputation de fonds, où Balderton c'est quand même selon moi un des meilleurs fonds européens, et surtout cette expérience que pouvait avoir le partenaire avec qui on dealait, c'était incomparable. Et on a trouvé ça nulle part ailleurs, quoi. D'accord. Et donc Balderton, au-delà du fait que vous étiez encore une petite équipe et que vous aviez bien délivré jusqu'alors, qu'est-ce qui les a convaincus dans ton discours, enfin dans ton discours d'avenir? C'est les nouveaux produits Ouais, alors moi je trouve qu'il y a une erreur que font pas mal de startups techno, c'est de se dire qu'on a développé une techno initiale, même si elle est très bien protégée, et qu'on a passé 5 ans à la développer, et qu'on va créer une boîte qui sera destinée à exploiter cette technologie commercialement. Et ça, pour moi, ça ne crée pas de grosses boîtes. Ça crée des boîtes qui pourraient se faire racheter 50, 60, 100 millions, si la technologie est très stratégique. Mais ça ne crée pas des très grosses boîtes qui peuvent potentiellement devenir des leaders de demain. Et ça, c'est un peu devenu une obsession pour moi sur les 6 derniers mois, sur comment est-ce qu'on arrête d'être une boîte qui est une technologie, en fait, et qu'on devient une entreprise qui a sa place sur le marché. Et ça, ce raisonnement-là, en fait, on l'a vraiment fait. On a essayé de comprendre pourquoi nous, une équipe de 6, on était parvenu à faire ce produit et à le vendre, et qu'est-ce que ça sous-entendait sur le marché. Et on a essayé de comprendre là où il y avait en fait des manques sur le marché du Bluetooth. Et aujourd'hui, nous, on pense qu'il y a un manque. C'est un peu pour relier avec ce que je disais au début. Il y a un manque il n'y a pas d'équipe software dédiée à améliorer le produit Bluetooth. Aujourd'hui, c'est ça sur lequel nous, on veut vraiment se concentrer. Et toute l'idée en fait, de cette logique, c'est de se dire on veut se différencier non pas par une technologie, mais par un positionnement sur le marché qui nous permet de développer en continu un portefeuille de technologies et de brevets sur beaucoup de sujets autour du Bluetooth. C'est clair ou... Ouais, c'est clair. Mais donc du coup, ça revient quand même un peu à être les meilleurs, les meilleurs spécialistes du Bluetooth, et ensuite à arriver à être suffisamment intelligent pour commercialiser des produits variés, quoi. Oui. Mais il y a aussi d'autres éléments qui pour nous sont très importants. Par exemple,
on ne veut jamais se retrouver à faire d'électronique. C'est-à-dire qu'une tentation qu'on peut avoir quand on fait du Bluetooth, ça peut être de se dire je vais acheter une puce qui coûte quelques dollars, je vais mettre mon software dessus, et du coup, si je vends la puce Bluetooth avec mon software intégré, bah oui, mon chiffre d'affaires va peut-être être plus gros, mais je suis en compétition directe avec Qualcomm. Et nous, c'est pas ce qu'on veut devenir. Donc on a construit par exemple un système pour pouvoir être compatible avec n'importe quelle plateforme, que ce soit les OS ou que ce soit les puces. Et ça, ce côté agnostique, il est très important pour nous. On ne veut pas dépendre d'un business model qui est hardware, alors qu'on est une boîte dont la valeur elle est dans le software. D'accord. Et donc là, les enjeux de demain pour un développement satisfaisant de Tempo, c'est de recruter des bons sales, justement, ou densifier encore l'équipe technique? C'est les deux. On est sur un marché où on n'a pas énormément de clients, c'est-à-dire qu'on va avoir les 15 marques de téléphone, les 10 marques de télé, les 10 marques de smart speaker. Donc les sales, c'est pas une affaire de nombre, c'est vraiment une affaire d'avoir les bonnes personnes. Donc là, on a recruté une personne en Corée, une personne à Taïwan, qui sont en fait des agents sur place, et on est en train de recruter une personne à Shenzhen. Donc on n'a pas vocation à être une armée de sales, mais plutôt à avoir des personnes seniors, c'est-à-dire qu'on discute avec des gens qui étaient seniors chez Dolby par exemple, qui pourraient nous aider à signer des deals. Et évidemment, le deuxième enjeu, c'est de continuer de créer une équipe technique qui soit capable de continuellement améliorer le produit Bluetooth et la technologie. Et donc là, tu as des commerciaux, on va dire, en Asie. Comment qui sont part-time en fait. Qui sont part-time. Tu arrives à les superviser correctement? Ouais, ils sont plutôt bons. Bon, ça va. Très pas bien. toujours facile, mais... Et justement, en parlant d'Asie, je voyais dans les quelques interviews que tu as données que tu disais que c'était en Asie que se ferait le développement de Tempo. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se construisent les devices hardware sur lesquels tu mets ta techno. Tu connais beaucoup de marques de téléphone européennes. Donc c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Même aux US, aujourd'hui, à part Apple, les marques de téléphone, il y en a des acteurs vraiment qui font des devices, il y en a très peu. En Chine, il y a 6 marques de téléphone qui font plus de 70 millions de téléphones par an. Alors on s'en rend pas compte parce qu'elles ciblent les marchés chinois, les marchés africains, les marchés indiens. Mais bon, aujourd'hui, on voit arriver Oppo qui a lancé en France il n'y a pas longtemps, Xiaomi qui s'est lancé aussi, OnePlus qui est devenu hype, on ne sait pas trop comment. Mais il y a des marques de téléphones purement chinoises qui commencent à arriver sur les marchés européens et américains. Bon, Huawei est là depuis longtemps. Et clairement, aujourd'hui, sur l'industrie du smartphone, ça se passe en Chine. Ça se passe pas. Et donc, tout comme tu disais que c'était pas à San Francisco que tu pouvais trouver le bon contact pour vendre ta techno à Motorola, ouais. Bah, c'est pas à Paris non plus, ce sera forcément sur place là-bas. Dans tous les cas, c'est pas à Paris, ouais. Mais ça sera. C'est effectivement plutôt. C'est pas des usines. Shenzhen, c'est une ville. C'est pas là où il y a toutes les usines de smartphones. En fait, c'est dans la banlieue de Shenzhen. Mais sinon, c'est une ville qui est avec des tours. C'est assez. C'est plutôt des villes software qu'une ville. Autour de Shenzhen, par contre, c'est vraiment les usines. Mais les sièges de Huawei, de Oppo, de Vivo, de OnePlus, ils sont tous à Shenzhen. Et donc là, tu nous parles des constructeurs de téléphones. Quid des constructeurs? Je ne sais pas s'ils sont aussi en Chine, j'imagine que oui. Les enceintes connectées, tous les autres devices que tu pourrais, les télés. Alors, les télés, c'est plus. Il y a encore des places fortes en Corée avec LG et Samsung qui sont très forts, et au Japon avec Sony. Les enceintes connectées, c'est un marché un peu différent parce que c'est pas vraiment des acteurs de l'électronique qui sont forts sur les enceintes connectées. C'est Amazon, qui n'est pas de base un acteur de l'électronique, qui est en train de le devenir. En Chine, ça va être Baidu ou Tencent ou Alibaba, qui sont à la base des sites de e-commerce ou des concurrents de Google, qui se lancent sur le marché des smart speakers pour gagner la bataille de la voix, de l'interface. Du coup, ce qui est intéressant pour nous, parce que ça ouvre pas mal de pistes en termes de nouveaux clients. C'est-à-dire que même en Europe, Spotify, par exemple, réfléchit sur des modèles de smart speaker. Bah, ça, c'était pas forcément un client auquel on pensait il y a 2 ans, mais aujourd'hui, ça pourrait le devenir. Ok, ça me paraît clair. Dernière question, peut-être un peu banale. Qu'est-ce que va devenir Tempo? Je sais pas, ça. On va voir. Pour l'instant, on est encore tout petit. Il ne faut pas oublier que ce soit après un seed, une série A, une série B, il y a quand même 90% de chances qu'on se casse la gueule. Et ça, c'est une réalité que nous, on se répète régulièrement. Donc on espère qu'on va réussir à signer 5-6 deals d'ici la fin de l'année, qu'on va annoncer des nouveaux téléphones, qu'on va annoncer une télé.
qu'on va pouvoir faire grossir l'équipe. Donc ça, c'est un peu T'aimerais annoncer une télé dans les prochains mois? On a télé, c'est peut-être compliqué, mais on va voir. On a plutôt des smart speakers et des smartphones dans le pipe là. Et donc là, à ce moment-là, ce Tempo aurait un modèle rentable, ou t'aurais encore, dans tous les cas, t'aurais besoin de lever des fonds à nouveau dans quelques temps? On pourrait être rentable, mais ça dépend vraiment de l'ambition qu'on veut se donner. C'est à quel point on veut aller sur d'autres marchés. Aujourd'hui, on réfléchit sur un autre produit, par exemple, qui pourrait être comment est-ce qu'on sécurise une connexion Bluetooth, qui aujourd'hui est pas vraiment sécurisée. Je ne sais pas si vous ouvrez vos voitures avec des clés Bluetooth, mais ne le faites pas. On est capable de le hacker, ça. Nous, alors qu'on est juste 10. Et ça, c'est un sujet sur lequel on réfléchit. Ouais. Et ça demande aussi des investissements, parce que de nouveau, il y a une phase de R&D. De nouveau, il faut déposer beaucoup de brevets. On a une stratégie d'IP qui est assez ambitieuse. Et ça a un coût, donc c'est juste un rapport entre l'opportunité et le coût. Top. Bah écoutez, ça fait 45 minutes qu'on parle. Merci Vincent, j'espère que ça vous a plu. On peut peut-être passer aux questions de l'audience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut peut-être commencer par applaudir. Ouais.